Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau module. Alors pour pouvoir suivre ces vidéos, il faut déjà savoir ce qu'est un dipôle actif et ce qui est un dipôle passif, et il faut connaître les lois générales de l'électrocinétique. Et donc dans cette vidéo, on va voir comment associer des dipôles actifs et des dipôles passifs entre eux. On va voir quelques méthodes, parmi notamment 3 grandes familles de méthodes. Alors la première question qu'on peut se poser, c'est déjà pourquoi on souhaite associer des dipôles actifs et passifs entre eux. Alors la réponse c'est assez simple, c'est les circuits électriques, ils ont un but précis et pour atteindre ce but, il est nécessaire d'associer des dipôles actifs et passifs entre eux. Le problème c'est qu'en faisant ces associations, on peut avoir des circuits électriques assez complexes, qui présentent notamment différents étages. Donc par exemple, on aurait un circuit électrique à 3 étages ici, et à l'intérieur de chacun de ces étages, on va avoir des circuits électriques qui réalisent une certaine fonction, mais qui peuvent donc être assez complexes. Donc là, on a déjà une certaine source de tension, des résistances en série en parallèle, qui ensuite vont être associées à un second étage avec d'autres éléments, d'autres dipôles actifs et passifs, puis à un troisième étage, et à la fin, on a donc un circuit très complexe. Lorsqu'on a ce type de circuit plutôt complexe, avec plusieurs étages, on va essayer de simplifier notre point de vue. On va se placer à un certain endroit, voilà, on souhaite déterminer les valeurs qui sont ici. Et donc, à ce moment-là, on va considérer que la partie qui est avant, c'est une partie qui fournit de l'énergie, donc c'est une partie générateur. Et la partie qui est après, donc les étages 2 et 3, eh bien, vont agir comme un récepteur et vont recevoir l'énergie. Et donc, on va pouvoir remplacer, plutôt modéliser, l'étage 1 par un générateur et les étages suivants, 2 et 3, par un récepteur. Et bien sûr, c'est juste une question de point de vue. Si par contre, on s'intéresse plutôt à la tension U2 et au courant I2, et bien dans ce cas-là, la partie générateur, ça va être les étages 1 et 2, et la partie récepteur, ça va être juste l'étage 3. Une fois qu'on a identifié la partie générateur et la partie récepteur de notre circuit électrique, il faut savoir que la partie générateur, on peut la modéliser simplement par une source de tension et une résistance. Et la partie récepteur, on peut la modéliser par une résistance, tout simplement. Et ce qu'on va chercher à calculer, c'est le point de fonctionnement. Alors, qu'est-ce que le point de fonctionnement? C'est la tension U1 et le courant I1 entre les deux étages, entre la partie générateur et la partie récepteur. Donc c'est ça notre objectif, déterminer le point de fonctionnement. Alors pour déterminer le point de fonctionnement, il existe plusieurs méthodes. La première méthode, c'est la méthode graphique, c'est-à-dire qu'on va déterminer les caractéristiques des dipôles, du dipôle générateur et du dipôle récepteur. On va voir leur intersection et on aura ainsi déterminé le point de fonctionnement. La deuxième méthode, c'est la méthode algébrique. On va poser les équations de notre circuit électrique et on va résoudre ces équations et déterminer le point de fonctionnement. Et la troisième méthode, c'est par réduction. On va remplacer en fait nos circuits électriques par des modèles équivalents. Dans cette présentation, on va voir les deux premières méthodes. Alors tout d'abord, la méthode graphique. Alors comment on fait? On a une partie générateur et une partie récepteur. Donc la partie récepteur, c'est une droite qui passe par 0 et la partie générateur, c'est aussi une droite qui passe, donc qui passe pas par 0 par contre, mais qui a une pente décroissante. Et donc l'intersection de ces deux droites va nous donner le point de fonctionnement et va nous donner U1 et I1. La deuxième méthode, c'est la méthode algébrique. On pose les équations. Donc si on considère le circuit électrique ici, qui est assez simple, on a déjà trois inconnus qui sont U1, U2 et I.
On pose les équations, on a la loi d'Emaille qui nous donne E est égal à U1 plus U2. Et on a aussi les lois d'Ohm. U1 est égal à R1I, U2 est égal à R2I. On peut remplacer U1 et U2 par les valeurs issues de la loi d'Ohm. On a donc E est égal à R1 plus R2, le tout multiplié par I. On a alors I. Donc on a déterminé une valeur, et une fois qu'on a I, on en déduit automatiquement U1 et U2 avec la loi d'Ohm. Donc c'est la deuxième méthode. La méthode algébrique, c'est la dernière méthode qu'on va voir dans cette présentation. Donc en conclusion, on a vu qu'un circuit électrique peut être modélisé par un étage générateur associé à un étage récepteur. Le point de fonctionnement d'un circuit correspond aux valeurs de courant et de tension du montage en fonctionnement. Et on peut déterminer le point de fonctionnement par différentes méthodes, la méthode graphique, la méthode algébrique et la méthode par réduction. Je vous remercie de votre écoute et à bientôt.